Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons calculer des statistiques sur des tableaux d'entiers. Ça va permettre évidemment d'expliquer beaucoup de choses qu'on n'a pas encore dites jusque-là et qui sont nécessaires, qui font forcément partie de la trousse à outils d'un programmeur. Mais le titre de la vidéo vous annonce qu'on va enfin expliquer le mystère ARGC-ARGV. On va enfin expliquer à quoi ces deux paramètres de la fonction main servent. Et si vous avez lancé la vidéo uniquement pour ça, vous allez attendre un petit peu, parce que c'est vers la fin qu'on va vraiment s'attaquer à ça. Cela dit, même si vous n'avez lancé la vidéo que pour ça, je vous conseille de tout écouter, parce que si vous êtes encore un programmeur débutant, ça m'étonnerait que vous sachiez déjà tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Ici, nous avons un fichier mystat.c, et oui, ce n'est plus hello.c, avec une fonction main à peu près vide. Pour l'instant, je peux exécuter ça, c'est tout ce qu'il y a, mais regardez l'étape d'édition des liens. Vous pouvez voir que pour générer le mystat.exe, on va se servir du module mystat dont vous avez l'intégralité du code ici. Évidemment, on va compléter ce main vide aujourd'hui. Vous avez besoin du module myMemory que vous connaissez déjà. Vous avez besoin du module string_buffer que vous connaissez déjà, du module chartype que vous connaissez déjà, et d'un module int_array qui est nouveau, que j'ai programmé hors caméra, que j'ai pas encore commencé à tester. On va peut-être avoir des surprises en l'utilisant tout à l'heure. Vous avez besoin de tout ça. Et je dis vous, mais en réalité, ces modules de code, là, ceux qu'on avait déjà écrits ensemble, je les ai écrits devant la caméra, mais vous ne les avez pas chez vous. Je ne vous les ai pas distribués. Ça n'a aucun intérêt. Il faut que vous compreniez ce que nous faisons et que vous écriviez vos propres programmes. Alors si, vous avez peut-être déjà chez vous ces fichiers, si vous avez patiemment tout recopié depuis le début. Et il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. On ne devient pas un programmeur en recopiant bêtement un listing. Et si ça vous fait bizarre d'entendre dire ça aujourd'hui, je vous invite à réécouter la toute première vidéo. Oui, la 1.1, celle dont le titre est Hello World. Je vous ai déjà expliqué à l'époque, dès la première vidéo, dans la conclusion que j'ai fait vers la fin, que moi j'expliquais beaucoup de choses, mais qu'après c'était à vous de travailler derrière. Et je vous ai dit dès le départ, écrivez vos programmes, même s'ils contiennent que 10 lignes de code, même s'ils font rien d'intéressant, c'est à vous de jouer. Bon, alors, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire un Hello World. Alors, vous constatez que j'écris tout sur la sortie standard erreur maintenant, et je fais un flush quasi à chaque fois. Oui, parce que, rappelez-vous ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, mais vous avez d'un côté stdout et d'un côté stdr qui probablement ont chacun leur mémoire cache. Donc en fait, quand on mélange des affichages vers stdout et des affichages vers stdr, et à moins de faire flush à chaque fois, on risque au bout d'un moment d'avoir l'exécution des choses bizarres à l'écran. Donc je printe tout sur stdr à partir d'aujourd'hui, et on va flusher presque à chaque fois. Donc par exemple, la fonction qui est là, hop, elle peut devenir ceci. Voilà. Bon, je ne vais pas modifier tout le code qu'on a déjà écrit de cette façon-là, je le ferai au fur et à mesure, mais vous voyez un petit peu l'idée. Après, c'est pas ça qui est important aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des tableaux d'entiers, et avec les entiers qu'il y a dans ces tableaux, on va faire des calculs niveau collège, que sont trouver le plus petit entier qu'il y a dedans, trouver le plus grand entier qu'il y a dedans, calculer la valeur moyenne des entiers qu'il y a dedans et calculer la valeur médiane des entiers qu'il y a dedans.
Sachant que c'est un tableau d'entiers, mais tableau au sens programmation du terme, c'est-à-dire c'est juste des entiers qui suivent. C'est pas un tableau d'effectifs comme on vous fait faire en classe. Donc le calcul de la médiane, par exemple, il sera réellement simple. Il ne sera réellement simple qu'une fois que le tableau sera trié. Petit détail que j'avais oublié avant de lancer l'enregistrement de la vidéo. Mais c'est pas grave, hein, on improvise, on corrige ses erreurs et on avance. Allez, on reprend. Voici ce qui va se passer. Il va se passer que, hors caméra, avant de commencer le tournage aujourd'hui, j'ai créé ce petit module InterArray. Un InterArray, c'est un tableau d'entiers redimensionnable à la volée avec les champs len et alloc. La stratégie d'allocation mémoire, c'est la même que celle qu'on a dans notre module string buffer pour les chaînes de caractères. À ce titre, j'ai estimé que ce n'était pas la peine de recoder tout ça devant la caméra en réexpliquant des choses qu'on a déjà dites. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu le point C. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à lire en détail si ça vous intéresse vraiment, mais vous allez vraiment reconnaître des choses qu'on a fait dans le module string buffer. Et en plus, le code est plus simple parce qu'il y a beaucoup moins de fonctions à écrire au total. Voilà. Donc, voilà, vous mettez en pause autant que vous voulez si vous voulez vraiment avoir le temps de tout lire. Mais qui va m'intéresser, une des choses qui va m'intéresser aujourd'hui, avant de parler de ARGC et ARGV, c'est d'écrire cette fonction-là qui va calculer les statistiques dont on a parlé tout à l'heure. À ce propos, on peut se demander si c'est vraiment raisonnable d'écrire une fonction qui calcule tout. Le min, le max, la moyenne et la médiane. Il pourrait y avoir 4 fonctions séparées pour chacune de ces quatre choses. Et si on voulait écrire un programme qui ferait beaucoup plus de types de calcul de statistiques que juste ces 4-là, il serait sans doute peu pertinent d'écrire une énorme fonction qui calcule tout à la fois. Mais pour ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas un problème de faire une fonction qui fait tout à la fois, parce que l'intérêt de ces calculs statistiques en eux-mêmes, c'est qu'une petite partie de ce qu'on va expliquer dans la vidéo. Bon, bref, avant de commencer à écrire cette fonction, on va faire quelques premiers tests du module InterArray. Par exemple, on va faire création d'un InterArray que j'ai appelé grand A. On appelle la fonction InterArrayCreate. On précise combien d'entiers on veut préallouer, enfin, c'est-à-dire qu'ils sont alloués dès le départ. Mais vous savez que le nombre d'entiers stockés dedans, ça peut très bien être 0 au démarrage. Donc, par exemple, je veux préallouer 4 entiers. Et len, à savoir le nombre d'entiers effectivement occupés dans le tableau, je vais mettre 0. Comme ça, c'est un tableau vide. Un tableau vide, mais avec la place pour stocker 4 entiers qui est alloué dès le départ. Alors, juste une chose. Ce champ len, pardon, excusez-moi, le champ len, il est là, mais c'est pas de ça que je parle. Le paramètre len qui est là, ou qui est là, on n'a pas fait ça dans le module string buffer. Pourquoi? Parce qu'on avait une fonction empty string buffer create qui mettait systématiquement la len à 0. Là, pour InterArray, j'ai décidé de faire autrement. Si vous mettez une valeur strictement positive pour len, la fonction, par exemple, là, si je mets 2, eh bien, la fonction va, dans les 2 premières cases du tableau, mettre une valeur. Voilà, pour pas que ce soit indéterminé. Hein. Et cette valeur, c'est un 0. Hein. Le tableau est rempli de 0 jusqu'à la case numéro len -1. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un petit détail, c'est que dans le code de la fonction, je vais pas vérifier un truc très simple, c'est qu'il faut vérifier que len, vérifier que len et alloc sont tous les deux dans cet ordre.
Et il faut aussi que alloc soit strictement positif, évidemment, alors que len peut être égal à 0. Bon, je n'écris pas le code pour vérifier ça et pour envoyer de l'avertissement sur la sortie standard erreur. Il y a un problème, vous savez faire. Je me note juste en commentaire qu'il faudra que je le fasse. Bon, voilà, donc pour l'instant, je vais créer un tableau vide et puis le désallouer aussitôt. Autrement dit, à l'exécution, il ne va rien se passer, mais au moins, on va pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de fuite de mémoire. Ok, ça commence bien. On ne conste pas un truc qu'on veut destroyer. Hop. Bon, il ne se passe rien en apparence. Du coup, je ne peux même pas être sûr que mon programme n'a pas planté à cause d'un problème de gestion de mémoire, par exemple. Alors, écoutez, on va faire quelque chose qu'on aurait dû faire il y a déjà un moment. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas penser à tout. C'est que dans la fonction memorykit, en plus de vérifier si on a une éventuelle fuite de mémoire, on va juste afficher un petit message qui dit le programme a fini son exécution sans erreur de segmentation, sans erreur de mémoire. Voilà. Et avec un point, c'est encore mieux. Je mets un flush par habitude, mais en fait, comme en principe, cet affichage, c'est le dernier truc que le programme va exécuter, et bien de toute façon, ça sera flushé avant que le programme se termine, même si on n'appelle pas flush automatiquement. Par contre, alors tant que j'y suis, ben, ouf. C'est pas la peine de mettre un flush là parce que celui-ci va flusher tous les affichages potentiels de la fonction. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on est en mode debug, à chaque fois qu'un programme terminera son exécution normalement, on verra ce message. Rappelez-vous qu'en C, il peut y avoir des plantages silencieux qu'on ne remarque pas. Donc, à chaque fois qu'on exécutera notre programme et qu'on verra ça à la fin, on sera rassuré. Alors peut-être que parfois on ne verra pas le message parce qu'il y aura eu un plantage et que sur le moment, on ne va pas tout de suite se rendre compte qu'il n'y a pas le message. Mais cette précaution-là, c'est mieux que pas de précaution du tout. Bon, donc ok, c'est très bien. Maintenant, on va faire appel à une autre fonction du nouveau module IntArray pour l'afficher à l'écran. Afficher un tableau vide. Pardon, excusez-moi, je ne parle pas comme un pro là. Quand je dis afficher à l'écran, en l'occurrence, ça veut dire précisément afficher sur la sortie standard erreur. Bon. Voilà, donc là, l'affichage de IntArray, ça donne ça. IntArray, 2 points, le tout entre crochets. Et juste après les 2 points, normalement, il y a les listes des valeurs du tableau, suivies, séparées toutes par des virgules. Bon, d'accord. Alors, c'est vrai que dans le cas où le IntArray est vide, on pourrait afficher un message un peu différent. Par exemple, ici, l'idée est la suivante, c'est de dire si jamais le tableau est vide, alors on va afficher ça plutôt que IntArray 2 points et puis rien derrière. Ok, tout va bien jusque-là. Et maintenant, je vais faire appel à ma fonction IntArray add. Ah mince, elle n'existe pas. Pour ajouter un élément à la fin d'un IntArray. Donc, là, ça va vraiment vous rappeler une fois de plus notre module string buffer. Alors, le set, il est où? Il est là. Alors, je vais mettre add pas loin, avant ou après, peu importe, mais pas loin. Donc là, l'idée, const, j'ai écrit. Hop, const, c'est mieux. C'est de faire appel à IntArray set end en prenant comme indice flèche len. Donc, on va écrire effectivement, en fin de tableau, on va ajouter un élément dans le tableau de fait. Parce que la fonction setEnd, c'est écrite comme il faut, notamment pour redimensionner le tableau en cas de besoin. On va voir si ça marche bien d'ailleurs. Voilà. Donc, notre fonction IntArray add, elle est là, mais
là aussi, j'ai écrit Kunst. OK. Alors, donc là, je vais faire appel, avant de printer le tableau, à Intare add. On va d'abord mettre un seul élément dans le tableau, par exemple entier 15. Voilà. Ah, j'ai mis 15, hein, j'ai pas mis 0. Hein. Ah, ça ne marche pas. Bon, je me plante sur du code pareil, j'ai honte. Donc, la longueur, c'est 0 avant qu'on appelle la fonction add. Donc, ça fait 7else en position 0 de value. D'accord. On n'est pas dans ce cas-là. On est dans ce cas-là, donc la flèche len doit passer de 0 à 1. Eh ben, où est le problème? Ah, purée, qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme si cette instruction-là, ça existait. Non. Ah merde alors. Bah, c'est fou ça. Non, 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 non. Attends, attends. Non, 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 non. Vu ce qu'on a expliqué aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de me planter là-dessus, c'est pas possible. Alors, on va afficher la valeur de la variable value au moment où on appelle la fonction setEnse. On va voir si ça vaut 15 ou si ça vaut 0. Si ça vaut 0, on s'assoit par terre et on pleure. Ok, ça vaut 15, je suis rassuré. D'accord. Euh, Ouais. Ouais. Et la len du tableau vaut bien 1 après l'appel à intare add, puisque le println affiche effectivement un tableau avec une valeur. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Ah, j'affiche i au lieu de a flèche data de i. Ouais, j'affiche l'indice au lieu de l'élément qui est stocké dans la case qui a cet indice. Ah oui, ça forcément, ça peut pas marcher. Bon, bonne nouvelle, on n'est pas parti dans du débogage d'une demi-heure juste pour ça. Alors, 15, hein, voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une autre valeur, 20, puis une troisième, 1, puis alors on peut mettre des négatifs aussi, hein, puis voilà, moins 12. Alors tant que j'en mets que 4, je ne dépasse pas la taille préallouée pour A, et tout va bien, 15, 20, 1, moins 12. Maintenant, si je veux ajouter une cinquième valeur, là, il va y avoir redimensionnement, puisque pour l'instant, il y a de la taille allouée que pour 4. Alors on va ajouter la valeur 103. OK, qu'est-ce qui se passe? Donc on me dit que le tableau va être redimensionné en passant de la taille 4 à la taille 7, alors c'est-à-dire la taille allouée qui était de 4 est maintenant de 7. Donc on a le champ alloc qui vaut 7, mais le champ len qui vaut que 5. Hein. Et les éléments sont indicés de 0 à 4. 1, 0, 1, 2, 3, 4. OK. Bon. Donc il n'y a pas de fuite de mémoire signalée, il y a ce fameux message rassurant. Jusque-là, ça va très bien. Alors, juste comme ça, on va faire une boucle. On va ajouter 100 éléments dans le tableau. Bon, et on ne va pas faire compliqué. Non. Donc, à chaque fois, l'élément qu'on va ajouter, c'est i lui-même. Non, on va compter à l'envers, on va ajouter 100 moins i plutôt. Voilà. Et puis même, au lieu d'aller de 99 à 0, de la sorte, on va aller de 100 à 1. Donc, on va faire plutôt 101 moins i. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si les redim ont l'air de fonctionner. Hein. Voilà. Donc, on a un resize de 4 à 7, puis de 7 à 11, de 11 à 17, de 17 à 26, de 26 à 40, de 40 à 61, de 61 à 92, de 92 à 139. Avec 139 de taille allouée, on a assez pour stocker 100 éléments, alors qu'à l'étape d'avant, avec 92, on n'avait pas assez. Bon. Et alors là, ah ben ça va pas. Attends, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais que ça allait s'arrêter à 1. Alors, 101 moins 2, ça fait 99, plus... Ah oui, je comprends. Ah oui, je comprends. Non, non, ben ok, ok. Ok, en fait, voilà. Je veux que ça aille de 100 à 1. Voilà, c'est tout. C'est juste une erreur dans un calcul de... Voilà, c'est rien, il n'y a pas de problème. La taille du tableau, c'est bel et bien 100. Hein. On a stocké toutes les valeurs de 1 à 100, certes à l'envers. Il y en a bien 100, voilà. Bon, on peut supposer que même les redimensionnements à la volée fonctionnent. En tout cas, ils vont sûrement fonctionner au moins assez bien
pour qu'on puisse faire tout ce que je voulais qu'on fasse aujourd'hui. Alors, maintenant, voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Notre programme, il va stocker des valeurs dans un int array. Pour l'instant, les valeurs, ça peut très bien être celles qu'on met là. Hein. D'ailleurs, je vais faire encore autre chose. J'introduis encore une chose nouvelle. On va définir une constante symbolique qu'on va appeler len. Je vais la fixer à 100, voilà. Donc, pour i de 0 à len-1, on ajoute l'élément qui a pour valeur len-i dans le tableau A. Alors, ceci, c'est ce qu'on appelle une constante en langage C. J'ai dit constante symbolique, je crois, il y a une minute, mais ça s'appelle déjà une constante tout court. Et c'est pas la même chose qu'une variable déclarée const. Si vous voulez, une constante en C, ce genre de truc-là, c'est quelque chose qui est traité par le précompilateur, par le préprocesseur. Quand vous compilez votre code, quand il voit define len 100, eh bien, partout où ensuite il voit len, il met 100 à la place. C'est le préprocesseur qui remplace le texte len à chaque fois qu'il le trouve par le texte 100. Et après, derrière, il y a la phase de compilation qui prend le relais. Et du coup, la phase de compilation à proprement parler, ce mot-là, elle le voit nulle part. Elle voit 100 directement. Bref, en C++, vous avez d'autres manières de définir des choses constantes au sens large. Et c'est un petit peu plus intéressant que ce que C propose en la matière. Bon, c'est rare dans le monde les programmeurs qui préfèrent C à C++. C'est mon cas, mais j'ai mauvais goût, c'est comme ça. Voilà. En général, les programmeurs qui connaissent les deux langages préfèrent largement C++. Simplement, pour enseigner des bases de programmation à des débutants, je trouve que faire directement du C++, c'est un peu sauvage. Petite insertion au montage, je reviens sur cette histoire de constante symbolique. Quand vous faites un DS-define en C avec comme ça une valeur derrière, ça s'appelle une constante tout court. Et en l'occurrence, la valeur que j'ai mise est une valeur numérique. Donc ça s'appelle une constante tout court, une constante numérique si on veut, mais pas vraiment une constante symbolique. Les constantes symboliques, on en reparlera, mais ça se fait aussi en C avec du DS-define. Ça ressemble par exemple à la deuxième ligne que je mets dans tous mes points H depuis le début de cette série de vidéos. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas encore expliqué, ni ce qu'est une constante symbolique, ni pourquoi on en met des constantes de ce genre-là au début des points H, quasi toujours. Mais un beau jour, on y arrivera. Déjà aujourd'hui, on va enfin lever le mystère sur cette histoire de ARGC et ARGV. Et je pense que c'est même pas le plus important de ce qu'on fait dans cette vidéo, hein, en fait. Allez, on reprend. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que bon, bah déjà, si je réexécute, ok, mais je peux changer rien qu'en modifiant une ligne de code, je peux changer complètement la taille du tableau. Bon, alors au passage, ces messages-là, j'ai plus besoin là tout de suite de continuer à les afficher. Parce que bah, ça a l'air de bien marcher, donc on est tranquille. Donc, j'étais en train de dire, dans un premier temps, on va créer un tableau, ensuite on va l'afficher, et ensuite on va faire des statistiques avec, ce que je disais tout à l'heure. Bon. Mais le tableau, pour l'instant, il est créé de cette façon-là. Alors que on va ajouter dans notre code, dans un second temps, mais toujours dans la vidéo d'aujourd'hui, on va ajouter dans notre code deux manières de créer le tableau à la main, en quelque sorte, au moment où on lance le programme. Et, entre autres, ça va nous permettre d'expliquer à un moment à quoi servent ces deux paramètres-là. Alors, pour le moment, je vais écrire ma fonction int_array_getStat, et puis je vais l'appeler average, ça veut dire moyenne en anglais, hein.
Je ne sais pas si médian se dit médiane, mais je sais pas si médiane se dit médiane, mais tant pis. Donc, vous ferez attention à certaines choses. C'est que le tableau ne contient que des entiers, donc les valeurs min et max sont des entiers. Mais la moyenne ainsi que la médiane d'un ensemble de valeurs entières ne sont pas nécessairement des entiers. C'est pour ça que je déclare ces deux variables de type float. Alors, on n'a pas encore parlé des nombres non entiers. Sachez que quand vous codez en langage C, vous avez deux types de nombres non entiers qui s'appellent float et double. Un float, je crois que c'est sur 32 bits et un double sur 64 bits. Donc, les doubles permettent à la fois des nombres très petits ou très grands de plus grande taille que les floats. Et en plus, il y a plus de précision dans un double que dans un float. C'est-à-dire qu'il y a plus de chiffres après la virgule de précision dans un double que dans un float. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous expliquer du tout comment ça marche les nombres non entiers à l'intérieur de l'ordinateur. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vous demande juste de retenir que les types float et double existent en langage C. Bon. Donc, une fois qu'on a appelé la fonction getStat, certes on ne l'a pas encore écrite, mais ça vient. Une fois qu'on l'a appelée, on a dans ces quatre variables-là locales à la fonction main les valeurs qui nous intéressent. Donc on va les afficher et on n'oubliera pas de flusher ensuite. Donc, je vais écrire par exemple alors minimum égale ceci, maximum égale ceci, moyenne égale %f pour du float, et médiane, alors les accents il ne va pas aimer, égale temps, voilà, point, anti-slash n, les valeurs à afficher, mini-value, max-value, average, et je speak l'English so well, et médiane, voilà. Bon, alors maintenant, cette fonction, il va falloir qu'on l'écrive. Oh, c'est bon, tout va bien, ça va être facile. Il me semble qu'on a déjà fait des choses un peu plus dures. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher du premier coup, hein. Allez, je fais une mini-pause et je reviens. Pour vous, la suite, c'est tout de suite, hein. Alors, la pause, elle a été courte. Ah oui, c'est parce qu'on n'est pas des rigolos, hein. Bon, donc la fonction getStat, comment ça va marcher? Alors, premièrement, si le tableau est vide, il ne va rien se passer. Donc, on ne voit pas comment elle pourrait être strictement négative, mais on ne sait jamais. Donc, si a flèche len est strictement supérieur à 0, on va mettre des valeurs bidons dans min et max. Alors, par exemple, on pourrait mettre un min supérieur au max, ce qui est mathématiquement faux, et ça permettrait à l'utilisateur qui appellerait cette fonction sur un tableau vide sans vraiment se rendre compte, ça lui permettrait de comprendre qu'il y a un truc qui a cafouillé sévère. La moyenne, on va considérer que c'est 0, que ce soit vrai ou pas, et la médiane aussi. Voilà. Bon, et surtout, si on est en mode debug, on va informer que quand même c'est bizarre d'appeler cette fonction sur un tableau vide. Non mais oh. Donc, alors, avertissement. Dans le fichier intarei.c, plus précisément dans le corps d'une fonction qui porte ce nom-là, de la fonction qui porte ce nom-là. Tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le intarei est vide. Eh ben, quand même, sans rire. Non mais oh, non mais oh là. Bref, si la partie alors de ce if ne s'est pas exécutée, c'est que le tableau n'est pas vide. Voilà. À partir du moment où il n'est pas vide, eh bien, techniquement, il est possible de déterminer sa valeur minimum, sa valeur maximum, sa moyenne et sa médiane. Bon, d'ailleurs, à tout hasard, on essaiera avec un tableau de taille 1. Hein, c'est important de voir si les résultats calculés sont corrects dans le cas où la longueur a la plus petite valeur possible. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que le minimum
Le minimum, eh bien, tant qu'on ne sait pas plus, c'est le premier élément du tableau, qui existe puisque le tableau n'est pas vide. Alors, ah ouais, non mais... Ah, oui, 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 allez, vous allez voir, vous allez voir. On va changer un peu les noms de ces variables. Voilà, parce que j'ai pas envie de faire une indirection hein, à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai pas envie de passer par un pointeur comme ça, aller voir ce qui est pointé à telle adresse pour remodifier les valeurs à chaque fois. Je n'ai pas envie de faire ça à chaque fois. C'est du temps d'exécution perdu, à moins que le compilateur optimise ça à notre place. Donc, du coup, je vais avoir les paramètres de sortie qui ont ces noms-là, précédés par des underscores. Et ici, je vais avoir des variables locales supplémentaires qui ont les mêmes noms, mais sans underscore. Donc, ce ne sont pas les mêmes noms. Donc, au départ, eh bien, la plus petite valeur et la plus grande valeur qu'il y a dans le tableau, ce sont tout simplement, elles sont égales et elles sont égales au premier élément. Si vous voulez, ça revient à dire que tant qu'on a observé que le premier élément du tableau, ben c'est forcément cet élément-là qui est à la fois la valeur min et la valeur max. Mais après, on va faire une boucle pour parcourir le reste du tableau s'il existe. C'est-à-dire qu'on fait démarrer notre indice à 1, on le fait s'arrêter avant la fin du tableau, voilà. Mais on commence à 1. Donc, dans le cas où il n'y a qu'un seul élément du tableau qui se trouve en case 0, le corps du for n'est pas exécuté et il n'y aura pas de souci. Bon, par ailleurs, on va avoir une somme des éléments qui est initialisée à 0. Pour la médiane, on verra après. Alors, ah non, pardon, elle n'est pas initialisée à 0, elle est initialisée aussi à ça. Voilà. La somme des éléments qu'il y a dans le tableau, tant qu'on a regardé que la première case, eh bien, elle est égale au contenu de cette case. OK. Bon, ici, maintenant, à partir de la case 1 et jusqu'à la fin du tableau, sauf si le tableau a qu'un élément évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, premièrement, on va lire une variable, une nouvelle valeur dans le tableau, qui sera a flèche data de i. Et alors, ben, premièrement, on va ajouter cette valeur à la somme. Et deuxièmement, si la valeur lue est plus petite que le minimum qu'on a trouvé jusque-là, eh bien, on met le minimum à jour. Et sinon, si cette valeur est supérieure au maximum, eh bien, pareil, même principe, on met le maximum à jour. Voilà. Alors, oui, ça va pas l'indentation parce que je vais écrire ça. Voilà. OK. Donc, algorithme pour trouver un minimum ou un maximum dans un tableau ou dans une liste Python si vous faites du Python, c'est rien, c'est le b.a.-ba de l'algorithmique, que ce soit avant ou après le bac. Voilà, et je dis à tous les étudiants et même aux lycéens qui auraient choisi la spécialité NSI, qui parfois, au bout d'une année de NSI, ne savent toujours pas faire ce genre de choses, je vous dis, comment dire, non, je ne vous dis rien parce que j'ai pas envie d'être désagréable. Allez hop, voilà. Bon, ok. Donc, à la fin de l'exécution de ce for, on sait qu'on a dans min_v et dans max_v la plus petite valeur et la plus grande valeur du tableau respectivement. On sait qu'on a dans somme la somme des éléments du tableau qui est nécessaire pour calculer la moyenne. Alors, là où ça va être plus compliqué maintenant, c'est pour calculer la médiane. Donc, si la longueur du tableau est paire, j'y penserai dans un deuxième temps. Sinon, donc là, qu'est-ce que je fais? Non, franchement, si la longueur du tableau est paire, c'est-à-dire si le reste de sa division par 2 vaut 0, là c'est particulier, et sinon, ici on a a flèche len qui est impair. Si a flèche len est impair, c'est la valeur du milieu. Donc ce que je vais dire, c'est que int médiane égale, je mets une valeur bidon pour commencer. Donc si a flèche len est impair, je vais écrire médiane reçoit a flèche data, alors l'index a len divisé par 2. Est-ce que c'est ça? Alors attention à ne surtout pas écrire ce qui normalement devrait entraîner un problème en plus du fait que mathématiquement c'est pas ça qu'on essaie de faire.
Je vous laisse mettre en pause et y réfléchir un petit peu si vous voulez. Alors, est-ce que A flèche len divisé par 2, c'est le bon endroit? Je m'explique. A flèche len est impair. Je prends un exemple pour essayer de me convaincre que j'ai vu juste. Mettons que A flèche len vaut 23. Quand je divise 23 par 2, sachant que c'est une division entière, ça va donner 11. Est-ce que l'élément qui est en position numéro 11, c'est bien celui du milieu? C'est le 12e. C'est le 12e, les amis. Si c'est le 12e, il y en a 11 avant et aussi 11 après. Donc ça m'a l'air correct. Bon, par contre, si le flèche laine est pair, eh bien la médiane, ça va être la moyenne des deux valeurs qui sont le plus au milieu. Mais les deux valeurs qui sont le plus au milieu, c'est quoi? Par exemple, s'il y en a 24 éléments, les deux les plus au milieu, 24 quand je divise par 2, ça fait 12. Est-ce que c'est la 11e et la 12e? Ou est-ce que c'est la 12 et la 13? Non, c'est la 11 et la 12. Donc, je dois faire A flèche len divisé par 2 moins 1. Ça, c'est le premier. C'est celui des deux du milieu qui est le plus à gauche, si vous voulez. Et A flèche len divisé par 2, c'est l'indice de celui des deux du milieu qui est le plus à droite. Voilà, les deux, ils sont consécutifs, c'est les deux du milieu, mais il y en a un qui est à la gauche de l'autre. Voilà, j'additionne les deux, et puis je divise tout ça par 2. Voilà. Alors, on verra à l'exécution si ça a l'air correct. En attendant, eh bien, il faut mettre à jour les paramètres de sortie de la fonction. Voilà pour le min. Voilà pour le max. Voilà pour la moyenne. C'est la somme divisée par le nombre d'éléments. Nombre d'éléments dont on sait qu'il est strictement positif, donc il n'y a pas de risque de division par 0. Et la médiane, c'est celle qu'on vient de s'embêter à calculer. Si ça marche du premier coup, on a du bol. Hein. Pardon, je voulais dire on a de la chance. Je dirais même nous avons de la chance. Donc, exécution pour un tableau de taille 1, dont le seul élément sera sûrement 1. Voilà, donc le minimum c'est 1, le maximum c'est 1, la moyenne c'est 1, la médiane c'est 1. Pas faux. Maintenant, si je choisis len égale à 2, donc le tableau, ça doit être 2, 1, qu'il est stocké à l'envers, rappelez-vous. Je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ça d'ailleurs, mais bon, voilà. Le minimum, ce sera 1, le maximum, ce sera 2, la moyenne, ce sera 1,5, la médiane aussi, puisqu'on prend les deux qui sont le plus au milieu. Ah, alors il y a comme une huître. Ah oui, je sais pourquoi. Je sais. Non, attendez, en fait, voilà. Ici, là, par exemple, pour la moyenne, on fait une division entière, sauf que non. Que même si sum et A flèche len sont des nombres entiers, il faut faire une division réelle. Donc, un moyen de faire ça, c'est de dire que je vais diviser par A flèche len sum plus 0.0. Si j'écris 0.0 aux yeux du compilateur, c'est un float. Sum est un entier, mais on lui ajoute un float, donc ça va faire une nouvelle valeur qui sera de type float. Si vous voulez, dans le langage C, on considère que en additionnant un int et un float, le résultat est un float. Voilà, du coup, c'est un float qu'on va diviser par un entier, mais le résultat de la division d'un float par un entier, c'est un float. Voilà, donc comme ça, on aura une moyenne calculée avec une division réelle et non une division entière. Division réelle, je ne sais même pas si ça veut vraiment dire quelque chose. En tout cas, division décimale, on va dire. Et là, on va trouver 1,5 pour la moyenne, puis la bonne réponse. Et on a toujours la mauvaise médiane, parce que il faut faire pareil ici. Là, voilà. On fait ça plus 0 divisé, plus 0.0 divisé par 2. Ou alors, divisé par 2.0, ça devrait marcher aussi. Non. Ah, c'est pas vrai. Bon, d'accord. Alors, ici, voilà. Non, attends. Alors, la longueur du tableau, c'est 2. Il y a deux éléments dedans. Donc, longueur divisé par 2, ça fait 1. Donc, moins 1, ça fait 0. Donc, on a l'élément d'indice 0 et l'élément d'indice 1. On les additionne tous les deux, on divise ça par 2. Donc, on fait 2 plus 1,
3 divisé par 2, 1,5. Il n'y a pas d'erreur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Me dites pas. Non. Mais non. Me dites pas, attendez, me dites pas que pour une raison qui m'échapperait, par exemple, ce serait ici que ce serait cette partie-là du livre qui serait exécutée. Ne me dites pas ça. Non, ça va, je suis rassuré là-dessus. Alors par contre, non, c'est pas sympa, j'ai pas envie de. Oh, je suis bête! J'ai déclaré la variable médiane de type int, évidemment que ça peut pas marcher. Bon, il faut la déclarer de type float, mais bien sûr. Bon, donc ici, du coup, j'ai envie de retenter ça parce que je vois pas de raison pour laquelle ça ne marcherait pas. Voilà! Bon. Pourquoi ça sert à quelque chose? C'est pas une perte de temps de tester d'abord sur des tout petits tableaux. Bon, allez, on va mettre 3 éléments. Donc, les valeurs, on doit trouver minimum 1, maximum 2, moyenne, on devrait trouver 2, et médiane aussi. Sauf que l'effectif, pardon, les souvenirs de stats, la taille du tableau est impaire, donc cette fois, je veux voir s'afficher Toto pour être sûr que si on a la bonne réponse, que ce ne soit pas par hasard. Voilà, tac, il y a Toto, ok, et la médiane vaut 2, c'est bon. Alors, regardez que le Toto, il s'affiche en dernier. Pourquoi? Parce que la sortie standard tout court, puisque c'est un printf ici, et non un fprintf sur stdr, la sortie standard tout court, elle n'est pas flushée avant la fin du programme. Voilà, vous comprenez pourquoi je ne mélange pas les sorties standard et sorties standard erreur, j'envoie tout vers la sortie standard erreur, et en plus, je flush à chaque fois. Bon, alors, on va voir si ce bloc il peut être écrit un tout petit peu différemment. Il y a plusieurs façons de faire. Il y en a une qui se servirait d'opérateur ternaire qui permettrait de conster la variable médiane, mais ça ferait un truc assez moche à lire. Il y a une autre option que j'aime bien, parce que dans tous les cas, on se sert de a flèche len sur 2. Donc j'ai envie de dire on dit impair en anglais, odd, even pour je crois bien. Voilà. Donc, on va écrire ça. Ensuite, on va écrire voilà. Médian, oulala, médian. Voilà. Et ensuite, si jamais a flèche len est impair, et seulement dans ce cas-là, c'est-à-dire que quand a flèche len sera pair, on fera juste ça. Si jamais a flèche len est impair, eh bien on va faire deux choses. À la valeur de la variable médian, on va ajouter a flèche data le milieu gauche, c'est-à-dire en fait middle right moins 1, et divisé par 2. 2,0, n'est-ce pas? Voilà. Il me semble que ça... Si ça se trouve, une fois que le compilateur est passé, ça génère exactement le même code. Et il me semble que là, on fait un peu moins d'opérations. Non? L'avantage de ça, c'est que c'est clairement plus lisible. C'est plus proche de ce qui est enseigné au collège en mathématiques. Là, on reconnaît quasi instantanément, à condition de bien comprendre les calculs d'index, là, hein, mais on reconnaît quasi instantanément ce qui est enseigné en maths. Là, ça fait déjà un peu plus bidouille de programmeur, alors que je suis pas sûr qu'on gagne grand-chose. Mais allez, c'est amusant de... C'est amusant de toute façon d'essayer. Hein, voilà. Donc, on va vérifier qu'il n'y a pas régression, c'est-à-dire que les tests qui ont fonctionné précédemment fonctionnent toujours. Ouais. Ah non. On retrouve que la médiane, ça fait 1 maintenant. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh, qu'est-ce que j'ai dit? C'est quand la... Mais non, c'est quand c'est pair qu'il faut faire ça, bon sang. C'est quand c'est pair, c'est pas quand c'est impair. Allez, on recommence. On recommence les tests. Allez, déjà, on va voir avec len égale à 0. Là, le programme va planter, il me semble, parce que... Non, c'est bon.
Donc, quand len vaut 0, ben, on a un empty int array. Il y a la fonction getStat qui nous avertit qu'on n'a peut-être pas bien fait de l'appeler sur un tableau vide. Et on voit les valeurs bidons qu'on avait mises dans le code là-haut. OK, tout va bien. Si, tout va bien, je vous assure. C'est-à-dire que là, le programmeur, il fait une connerie quand il appelle cette fonction sur un tableau vide. Il fait une connerie. Et malgré le fait qu'il a fait une connerie, il n'y a pas de problème du tout à l'exécution. Hein? Allez, avec 1, est-ce que ça marche? Oui. 1, 1, 1, c'est bon. Ensuite, avec 2, 1, 2, 1,5, 1,5, on a dit que c'était bon. Ensuite, avec 3, 1, 3, 2, 2, c'est bon. OK. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir faire des tableaux plus intéressants. Alors, ça, je vais écrire que c'est une doc. Voilà. Et là, ici, pour ce bloc de code-là, je vais écrire la doc au-dessus. Voilà, c'est-à-dire que ce code est tellement plus facile à comprendre. Celui-là, je le laisse sous forme de commentaire en disant ce code fait office de documentation de celui-ci. Voilà. C'est mon programme et c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc maintenant, je disais, la question c'est comment on va faire pour pouvoir créer des tableaux d'entiers qui seraient plus intéressants que ça. Eh bien, par exemple, alors on va implémenter deux choses différentes et on va les tester. Première possibilité, c'est faire saisir à l'utilisateur des entiers un par un. Donc, par exemple, je vais créer une fonction int-array make int-array input, voilà, OK. Et donc cette fonction int-array input, je vais la écrire ici. Non. Oh non! Attendez, hey. Vous allez dire que je chipote bien, mais regardez, on va faire ça. Attendez, int-array A. Rappelez-vous les différentes façons d'allouer la mémoire qu'on a déjà vues. Mon module en permet une autre que celle que j'ai appliquée jusque-là. On va voir si elle fonctionne aussi. Alors, log, j'avais mis 4 et len, j'avais mis 0. On va faire pareil. Donc, ensuite, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et ici, surtout, appeler int-array destroy, mais int-array free. Ça fait partie des choses qu'on avait expliquées il y a un certain temps. Et ça fait partie des choses qu'on ne vous enseignera pas n'importe où. Écoutez mes vidéos de cours, toutes. Hop. Yo, ok, bah ça n'a pas l'air de marcher moins bien là tout de suite. Bon, donc maintenant je disais, voilà, on fait appel à int-array init. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler une fonction int-array input. Voilà, là-dedans. Ok. Et donc cette fonction, on va l'écrire maintenant. Ok, donc que va faire cette fonction? Premièrement, elle va remettre le tableau à vide, qui n'est pas nécessaire dans ce qu'on fait, mais ça pourrait servir dans un cadre plus général. Tac. Je fais la fonction int-array 0. Eh bien, ou int-array reset, allez, int-array 0. Eh bien, tout simplement, elle met la len du tableau à 0. Il n'y a pas besoin de... Oh. J'ai cliqué ici, je veux ouvrir ce fichier, tu m'embêtes pas. Voilà. Tac. Ça pourrait être une static inline, mais bon. Encore une fois, on n'apprendra jamais tout en même temps. Et alors, une fois que le tableau est remis à 0, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la chose suivante. On va faire une saisie d'entier.
On ne s'est pas embêté à écrire ça pour rien. Alors, toujours ça. On va afficher combien de nombres dans votre tableau. Je vais mettre 2 points au lieu d'un point d'interrogation. Ensuite, on va appeler on va lire un entier. Voilà. Oh, oui, ça va. Hein. Bon, allez. Voilà. Alors, le truc, c'est qu'il faut pas qu'on entre un nombre strictement négatif. Donc, je pourrais créer une nouvelle fonction qui s'appuie elle-même sur strbuffer itInput et qui refait saisir jusqu'à ce que non seulement ce soit un entier valide, mais en plus un entier positif ou nul. Mais bon, on va pas faire compliqué, on va dire la chose suivante. On va dire que si jamais NB est inférieur strictement à 0, on va arbitrairement décider que NB égale 1. Voilà, bon, c'est vraiment... voilà. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait? On va dire pour i allant de 0 à nb, pour i allant de 0 à nb, alors, non, entrer la valeur numéro 100, et puis tant qu'à faire, on passe à la ligne avant. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire une valeur en appelant encore la fonction strbuffer itInput. Voilà. Et on va l'ajouter au tableau. Donc int-array add dans A, je vais ajouter la valeur qu'on vient de lire. Oui, et là, purée, tu vas pas faire chier, toi, tu vas me faire un flush ici. Voilà. Est-ce que ça a l'air bien, je pense. Et quand on a fini, bon ben, on repasse à la ligne quand même. Hein, et on va flush à tout hasard. Voilà. On va voir si ça fonctionne. On va déjà voir si ça compile. Ça compile pas. Entrer la valeur numéro tant. Ben oui, le numéro de la valeur. Hop. Alors, on va mettre i plus 1, que ce soit numéroté, au lieu d'être numéroté de 0 à nb-1, ce qui pourrait être dépaysant pour l'utilisateur, on va les numéroter de 1 à nb. Allez. Combien de nombres dans votre tableau? Bon, on va être mignon, on va mettre 3. Entrez la valeur numéro 1, alors 10. Entrez la valeur numéro 2, 83. Entrez la valeur numéro 3, supposons que je fais un peu le zouave. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Rappelez-vous de ce qu'on a fait hier. Hein. Bon, 34. Donc, on me dit que le minimum, c'est 1, ce qui est faux. Ah oui, pardon, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, attends, là, je veux comprendre. Oui, c'est parce qu'il y a ça. Ok. Bon, dommage. Allez l'enlever du code. Ça n'a plus lieu d'être. Allez, on va recommencer. Donc, combien de nombres dans votre tableau? Pourquoi j'étais prudent d'en demander que 3. Hein. Alors, 10, 83. Là, je vais faire un peu le zouave exprès. Voilà, et 34, hein, je veux les mêmes. Donc, le minimum, c'est 10, c'est vrai. Le maximum, c'est 83, c'est vrai. La médiane, non, c'est pas 83, non. Oh, pardon, je suis bête. Pour calculer la médiane, c'est bien beau de dire on prend au milieu, mais il faut classer le tableau d'abord. Ah, c'est bête, j'avais pas prévu d'aborder les algorithmes de tri aujourd'hui. Alors, est-ce que j'arrête ma vidéo là en disant c'est pas grave, la médiane, on oublie, on l'enlève? Non, 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 on va implémenter un algo de tri. Donc, donc, une fois que le tableau est lu, on va le trier. Voilà. Donc, c'est très con ça. Ah, c'est très con. Alors,
mettre là, comme ça. Tac. Alors, on va implémenter un algo de tri lent. Vous ne le sentirez pas passer à l'exécution, vous ne verrez pas qu'il est lent. Par contre, si on faisait un tableau avec beaucoup d'éléments, 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard, comme vous voulez, cet algo de tri, vous verrez qu'il commencerait à faire perdre beaucoup de temps d'exécution à notre programme. Vous attendriez la réponse devant votre ordi pendant un petit bout de temps. Bon, alors, le truc, c'est qu'il existe des algos de tri rapides qui peuvent trier en un pouillème de seconde des tableaux à plusieurs millions d'éléments, mais les algos de tri rapides sont plus durs à écrire que les algos de tri lents, et franchement, on n'a pas le temps, à moins que la vidéo dure 1 heure de plus, d'expliquer et d'implémenter un algo de tri rapide. Alors, on va faire un tri lent, on va faire un algo de tri qui est l'algo de tri lent que j'ai codé le plus de fois dans ma vie. Mais je parie qu'on va avoir des soucis quand même à l'exécution. Bon, alors, courage. Donc, on va accéder directement au champ de type une étoile, hein, dans le tableau A. Voilà. On va aussi se faire une petite variable len. Là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Notez bien le strictement inférieur à n-1. Oh, ça ressemble encore à une recherche de minimum. Décidément. Tac. Et cette fois, c'est pas l'N-1. Donc, ah ouais, non. Alors, il nous faut le minimum et l'indice du minimum. Là. Donc, si on trouve un élément qui est plus petit que le minimum trouvé, on met à jour le nouveau minimum. On met à jour le minimum et son index. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on échange dans le tableau là, échange d'éléments. Un. D'un. Oh, mais le signe égal, mon clavier me l'a bouffé. Oh. Voilà. Donc, purée, on va encore recommencer cette saisie. Ah. Et oui, déclare d'abord le prototype de la fonction dans le int_array.h. Donc ça c'est fait. Par contre, alors attention, c'est un algo de tri lent, et plus précisément, tri par sélection du minimum. Voilà. Je sais. Ouais. Ouais. Parce que là, évidemment, c'est underscore A qu'elle s'appelle la variable. Vas-y. Combien de nombres dans votre tableau? Alors, je vais mettre les mêmes que tout à l'heure dans le même ordre. 10, 83, 34. 10, 83, 34.
Voilà, cette fois, le tableau est trié avant l'affichage. Donc, même si j'ai entré les nombres dans l'ordre 10, 83, 34, on va 10, 34, 83. Le minimum est correct, le maximum est correct, la moyenne est correcte, la médiane est correcte. Non, pardon, la médiane n'est pas aberrante. Non, elle est correcte. Et alors, pour savoir si la moyenne est correcte, moi j'ai la flemme, je vais demander à Python de faire le calcul pour nous. Tac, boum. Donc, je veux calculer 10 plus 34 plus 83, le tout divisé par 3. Alors, je ne veux pas une division entière, donc je ne mets pas le Python, ça c'est une division entière, ça c'est une division décimale. Ok, bon, ça va. Alors, ça pourrait être bien dans le mail d'afficher le tableau deux fois, une fois avant le tri, une fois après. On va mettre d'autres nombres. Voilà, donc là, ils sont dans l'ordre où je les ai entrés. Là, le tableau est trié. Minimum moins 823, maximum 89, c'est correct. Médiane 21, c'est correct. Et moyenne ça, j'ai la flemme de relancer Python. Donc, voilà, maintenant on va parler enfin de RGC à RGV. Mais avant, j'ajoute au montage une critique assez sévère de ce que je viens de faire. Ce qu'on vient de faire, il semble que ça marche bien, mais la fonction qui fait les stats sur notre tableau modifie l'ordre des éléments dans le tableau puisqu'elle le trie. Or, en pratique, il y a des scénarios d'utilisation où on voudrait pouvoir appeler une fonction qui fait ce genre de choses, par exemple, mais sans changer l'ordre des éléments du tableau. Selon ce qu'on veut faire des nombres stockés dans le tableau après avoir appelé cette fonction, il est ou non acceptable que la fonction modifie l'ordre des éléments. Donc, en pratique, ce genre de fonction devrait plutôt faire une copie dans une variable locale de tout le tableau, trier cette copie et se servir des données stockées dans la copie pour faire tous les calculs, notamment le calcul de médiane. En plus, pour trouver la plus petite valeur et la plus grande valeur, ce sera beaucoup plus simple. La plus petite se trouve dans la première case du tableau et la plus grande dans la dernière, tout simplement. Mais en plus, le tableau d'origine n'est pas modifié. Donc, une bonne version de cette fonction, elle ajouterait tout ce que je viens de vous dire là. Par ailleurs, une version de cette fonction identique à celle qu'on a dans le code, qui fait très bien son travail, mais en modifiant le contenu du tableau, pourrait avoir son utilité aussi dans certains cas. Imaginez qu'il existe les deux fonctions, celle qui fait le travail sans modifier l'ordre des éléments et celle qui trie le tableau préalablement. En pratique, selon ce qu'on veut faire, on choisira plutôt l'une ou plutôt l'autre. L'intérêt de celle qui modifie l'ordre des éléments dans le tableau, par exemple, c'est qu'elle a besoin de moins de mémoire pour s'exécuter, puisqu'elle n'a pas besoin de copier, de faire une copie intégrale du tableau. Allez, on change enfin de sujet. Est-ce que ça, c'est pas carrément cool? Après, peut-être déjà une bonne heure de vidéo, hein. Donc, voici ce qui va se passer. D'abord, je vais vous dire à quoi servent ces deux variables. Rappelez-vous, j'avais montré ça dès le premier cours. Quand on lance un exécutable, on peut ajouter des paramètres sur la ligne de commande. Ce qui m'intéresserait, ce serait de pouvoir entrer sur la ligne de commande les nombres, directement dont je veux faire la moyenne, la médiane, etc. Pour pas devoir les ressaisir à chaque fois comme ça. Alors, c'est à ça que servent les paramètres de la fonction main. ARGC, c'est le nombre de paramètres. Donc là, par exemple, il y a un seul paramètre qui est le nom de l'exécutable. Et si j'écris ça, il y a deux paramètres. Le premier, c'est le nom de l'exécutable, et le deuxième, c'est 28, en l'occurrence. Chaque paramètre est une chaîne de caractères. C'est pour ça
C'est pour ça que le deuxième paramètre, c'est un tableau de chaîne de caractères. D'ailleurs, on peut le déclarer comme ça, tableau de chaîne de caractères. On peut aussi mettre par étoile étoile. Ça veut aussi dire tableau de chaîne de caractères. Bon. Donc, on va dire la chose suivante. Si ARGC est inférieur à 2, c'est-à-dire si jamais il vaut que 1, le nom de l'exécutable, eh bien, on appelle cette fonction pour que l'utilisateur saisisse au clavier. Mais sinon, eh bien, on va avoir un certain nombre d'entiers à lire. Et ce nombre d'entiers va être égal à ARGC-1. Voilà. Et ensuite, j'ai envie d'appeler une fonction. On peut l'appeler comme ça. On lui passe en paramètre le tableau de chaîne. Non, attends, voilà. On va lui passer en paramètre ARGC, ARGB, tout simplement. Voilà, et on va lui passer en paramètre le tableau à remplir avec les valeurs. Voilà. Du coup, je peux écrire juste ça. Et cette fonction, on va l'écrire maintenant. Mais non, elle ne va pas être méchante. Quoique. Donc. Cette fonction, donc, bon, premièrement, elle va calculer le nombre d'éléments à lire dans le tableau RGV. C'est tout simplement ARGC-1, parce que le premier argument, il ne nous intéresse pas. C'est encore une fois cette chaîne, la chaîne de caractères qui contient le nom d'exécutable. C'est un moyen pour un programme de connaître le nom de son fichier exécutable, si vous en avez besoin, par exemple. Bon, voilà. Et ensuite, on va parcourir le tableau RGV, donc à partir de l'indice 1, à partir de l'indice 0, voilà, et jusqu'à n inclus, du coup. Ah oui, non. Si, je crois. Bon, on va voir. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler notre fonction qui convertit un str buffer en int. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on en a une qui convertit une reg str en int? Ouais. On a ça. Enfin, on l'a déclaré dans le point H. J'espère qu'on l'a vraiment codé. Bon, on va essayer ça. On appelle la fonction regstr to int. Et donc, la chaîne de caractères à convertir en entier, c'est donc ARGV de i. Bon. Ensuite, on récupère la valeur dans une variable n, si toutefois c'est bien une chaîne de caractères qui contient un entier. Donc, on a un entier n, ok. On a un booléen is intégral, ok. Et alors, si jamais ce booléen est faux après l'appel à la fonction regstr to int, qu'est-ce qu'on va dire? On va avertir l'utilisateur, on va dire l'argument entre code simple et chaîne de caractères n'est pas un entier. Et donc, on l'ignore. Voilà. Et la valeur de cet argument, c'est la chaîne ARGVI. Sinon, eh bien, dans ce cas, l'entier, le résultat de la conversion de RGVI à un entier est stocké dans la variable n.
Donc, on va l'ajouter, cet entier N, dans le tableau A. Voilà, voilà. Alors, est-ce que ça va aller? Alors déjà, on va l'appeler sans ajouter de nombre derrière. Donc, ah oui, c'est vrai. Ah, attendez. Oui, c'est que là, évidemment, on est obligé de faire un dièse include supplémentaire. Et ça veut dire aussi que pour l'édition des liens, il va falloir ajouter le fichier regstr.o. Je vais bricoler un petit peu mon makefile et je reviens. Je pense que ça va aller, on va voir, mais c'est myregstr qui s'appelle. Ah! J'ai fait une bêtise. J'ai ouvert un fichier regstr.h pour voir si ma fonction regstr toInt existait. D'accord? J'ai fait ça, mais j'ai pas ouvert le bon regstr.h. Celui-là, c'est pas le nôtre. Celui-là, c'est le mien. Alors, dans myregstr.h, je pense qu'elle n'existe pas. Décidément, on se marre aujourd'hui entre l'oubli de l'algo de tri et ça. Ah ouais. Bon, ben, on va l'écrire, la fonction. On va l'écrire, hein? Ah oui. Alors, elle va se baser sur strbuffer. Bon. Donc, regstr toInt. Donc, elle prend en paramètre une chaîne de caractères qu'on peut doublement conster jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, un entier de sortie et la valeur de n si la chaîne représente bien un entier. Puis un booléen de sortie. OK. Bon, on a écrit bool ici, donc il faut faire dièse include ici de stdbool.h. OK. Et alors maintenant, hein, donc strbuffer toInt, elle existe, on va vraiment se baser là-dessus. Donc, string buffer, non, myregstr, oh là 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 là, myregstr.c. J'espère que je ne vais pas encore me gourer de nom de fichier parce que là, ça commence à être tendu. Là. myregstr.h. Donc, je prends le prototype de cette fonction. OK. Voilà, on va l'écrire. En principe, c'est pas un problème. Ça va être rien du tout parce que on a essentiellement, alors il y aurait d'autres manières d'écrire ça, mais on a essentiellement besoin de faire ça. Hein. Donc, on va pas s'embêter. On va dire, on crée un strbuffer. Non, il faut le destroyer à la fin, donc on ne déclare pas const. De taille arbitraire. Hein. Non. Là, à la fin, OK. Entre-temps, mais non, mais non, mais non, mais non, non, je convertis str en strbuffer, bien sûr. Voilà. Ensuite, on appelle strbuffer toInt en lui passant en paramètre notre strbuffer et j'ai inversé l'ordre des paramètres. Voilà. Alors attention, hein. Là je mets ni ça, ni ça. Hein. Pourquoi? Parce que, par exemple, is intégral, c'est un boule étoile. Et ici aussi. C'est vraiment le même type de variable, donc je mets rien devant. Voilà. Par exemple, si là c'était un boule tout court et pas un boule étoile, et là un boule étoile, eh bien j'ajouterai ça, mettons. Et là, il n'y a pas de... Bon. Alors, est-ce que ça va marcher, ça? Donc, combien de nombres dans votre tableau? Parce que oui, j'ai exécuté mon programme sans rien mettre comme nombre sur la ligne de commande. Donc, c'est le mode on saisit au clavier à l'exécution du programme qui se lance. Bon, alors, juste pour rigoler, je vais en mettre un peu plus de 3, je vais en mettre 10. Alors, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, talala, 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 9 et 10. Voilà, alors est-ce que le tri est dans le bon ordre? Oui, ok. Minimum c'est correct, maximum c'est correct. Moyenne, je ne vais pas vérifier. Médiane. Alors, la médiane, est-ce que la moyenne entre 45 et 101, ça donne bien 73? En tout cas, il y a bien 4 valeurs avant 45 et 4 après 101. Alors, 45 et 101, ça fait 146, et la moitié, c'est bien 73. On est sauvé. Voilà. Bon. Et donc, maintenant, ici, je vais mettre une valeur. Ouf. Et là, je n'ai pas besoin de saisir quoi que ce soit au clavier parce que je le rappelle, dans notre main, il est où? Il est dans quel fichier? Je me perds, bon sang. MyStat, voilà. Dans le main, on dit bien, quand il y a au moins 2 arguments, mais en fait, le premier, c'est lui, là. Voilà. Il y a au moins 2 arguments. Donc, le deuxième, c'est le tout seul truc qu'on va mettre dans le tableau. Voilà. Maintenant, imaginons que je l'appelle en mettant 2. Alors, 53,5, ça a l'air correct? Bon, 89 et 20, ça fait 109, donc et 18, ça fait 107, dont la moitié est bien 53,5. OK. Maintenant, je vais mettre ici un truc qui n'est pas un entier, et voici ce qui se passe. L'argument SDQS n'est pas un entier, on l'ignore, mais les deux autres sont quand même stockés dans le tableau, et tout va bien. Voilà. Et si je fais ça, off, jusqu'à preuve du contraire, ça va encore. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez vérifier que ça fonctionne en prenant une calculatrice ou Python pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les calculs de moyenne. Hein. Et puis là, voilà, je vais m'amuser un petit peu. Voilà. OK. Et un truc rigolo qu'on peut faire, qui ferait appel non pas à ça comme à l'instant, mais à ça, mais d'une manière un petit peu inhabituelle, ça va être la chose suivante. Je pense que dans TotoTXT, il y a encore la dernière chose qu'on avait faite hier. Alors, combien de valeurs voulez-vous mettre dans votre tableau? 10. Et les valeurs, ça va être ça, 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 ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, la dixième, un 0, voilà, on va pas s'embêter. Alors, on va tester, on va tenter quelque chose là. Regardez. Je vais prendre l'entrée standard dans le fichier toto.txt. Oh, on dirait que ça marche bien. Donc là, entrer la valeur nanana, on ne voit pas ce qui est saisi au clavier à côté, parce qu'on tape rien au clavier, c'est juste lu dans le clavier. La sortie standard, pardon, c'est juste lu dans le fichier toto.txt. La sortie standard vient du toto.txt et non du clavier, donc on tape rien. On ne voit rien s'écrire là à côté de entrer la valeur numéro tant. Mais les 10 valeurs qui sont effectivement listées ici sont bel et bien entrées dans cet ordre dans le tableau. Voilà, donc après tri, ben, on trouve 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La moyenne et la médiane sont toutes les deux égales à 4,5 dans un cas. Alors, je rappelle qu'en règle générale, la moyenne et la médiane d'une série de valeurs ne sont pas égales. En règle générale, elles ne sont pas égales. Mais dans cette vidéo, on aura vu un certain nombre de cas particuliers dans lesquels il n'est pas anormal du tout qu'elles soient égales. Voilà, tiens d'ailleurs, juste comme ça, hein, finalement, voilà, par exemple ici, je mets 29 au lieu de 9. Non, je ne vais pas faire ça avec le max. Oui, hein, par exemple 25. Voilà. Là, d'un coup, on va avoir une moyenne et une médiane qui ne sont plus égales. C'est pas choquant. Bon, mettez un commentaire. Ben non, non. Personne ne me fera croire qu'il a pu écouter une vidéo pareille jusqu'au bout sans la trouver intéressante. Bon, mettez un commentaire. Voilà. Regardez le nombre de vues que fait cette vidéo. Si vous voyez 0 commentaire, ça veut dire que personne n'a écouté peut-être plus de 2 ou 3 minutes parce que la forme est austère ou je sais pas quoi. Et
Bah, si vous connaissez des gens qui connaissent cette chaîne et qui s'arrêtent à chaque fois au bout de 30 secondes, bah, dites-leur qu'ils y perdent, quoi. Allez, à bientôt!